et l'Afrique. On a le plaisir d'accueillir au bout du fil Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Melighi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Bonjour à vous. Donc, le sommet Afrique-France qui s'est tenu lundi et mardi sur 2 jours et qui a commencé donc par la déclaration du président français Emmanuel Macron à l'ouverture de ce sommet qui a dit que la relation entre la France et les pays africains doit être non seulement basée sur l'aide, mais elle doit être basée sur l'investissement en Afrique, pas seulement l'aide. Et il était clair, il était franc, disant que parce que les pays européens ne peuvent pas donc garantir cette aide en abondance. Alors, est-ce que vous voyez donc par cette déclaration une transformation de la relation entre l'Europe et surtout la France et les pays africains, alors que la France et les pays européens étaient des puissances coloniales, comme vous le savez. Est-ce que vous voyez une transformation de cette relation en une relation, je peux dire, gagnant-gagnant? Premièrement, on doit parler d'un changement majeur dans la stratégie africaine, et je pense après un certain moment ce sera une stratégie européenne envers l'Afrique. L'Afrique n'est pas un joueur qui peut se laisser faire comme le pensait avant, en pensant seulement à acheter avec les meilleurs prix les matières premières africaines, et ça reste à ce point la coopération économique. Alors, je trouve que, par exemple, on peut dire que pendant des décennies, depuis et même avant certainement la fin de l'occupation et du colonialisme européen africain pour les pays africains, Paris a toujours considéré l'Afrique comme une simple sphère d'influence et d'héritage historique depuis la période coloniale. Alors, c'est-à-dire un réseau d'influence économique et politique sécuritaire qui permet à la France de réserver et de préserver des intérêts stratégiques considérables sur le continent. Cette logique, maintenant, est vraiment remise en cause. L'Afrique, comme je viens de le dire, a trop changé. Même les équilibres internationaux et régionaux ont changé. Oui. Et la France elle-même, elle a compris que le temps du rapport, ce que j'appelle moi rapport vertical ou paternaliste, si je peux utiliser même le mot, n'est plus la façon de traiter l'Afrique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on a vu pour la première fois aussi la France qui adopte cette approche avec l'Afrique, accueille avec le président kenyan ce sommet dans un pays anglophone pour la première fois. La France avait d'habitude toujours pris la position dans un pays francophone parce que c'est plus à l'aise pour elle. Alors, les choses ont changé et je pense que vous avez parlé d'investissement et le président Macron, lui, il a aussi insisté sur ce point. Et je trouve très important aussi l'approche prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, dans son mot hier, quand il a parlé de comment est-ce qu'on peut vraiment contempler ou observer une nouvelle phase de relation avec la nécessité de réforme de l'architecture financière internationale, notamment celle des institutions financières avec les pays africains. Et je pense que le discours du président Abdel Fattah el-Sisi doit être un point de repère pour parler comment est-ce qu'on peut développer davantage l'Afrique et comment est-ce qu'on peut commencer à vraiment voir les problèmes africains. Et je pense que cette question n'est pas loin de la pensée du président Macron. Il y a 2 ans déjà, il avait reçu une grande conférence. Comment est-ce qu'on peut réformer l'économie mondiale en faveur des pays africains. Il était le premier président européen de voir ça. Certainement,
La Oui. France qui a perdu beaucoup avec les pays du Sahel et du Sahara, comme votre rapport vient de le préciser, avec le Niger, avec le Burkina et avec le Mali. Je pense que la France a totalement compris et réalisé que si elle continue avec la même politique et la même stratégie, elle va perdre davantage. Il était temps d'arrêter l'exploitation de l'Afrique et de commencer à parler tête à tête avec les Africains. Comment est-ce qu'on peut développer nos pays ensemble? Comment est-ce qu'on peut trouver toujours, chercher, comme vous venez de le dire vous-même, un partenariat gagnant-gagnant? Oui, et justement, puisque vous avez cité l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi et son discours devant ce sommet, alors quel rôle peut jouer l'Égypte pour garantir donc un partenariat africain plus équilibré et autonome? Alors, premièrement, on doit parler exactement les points fondamentaux pour l'avenir du continent africain. Alors, on parle d'habitude de la paix et de la sécurité. Sécurité, alors, on ne parle pas de sécurité seulement de point de vue militaire, mais on parle de sécurité alimentaire, énergétique, hydrique et même le développement économique. Mais le point le plus important qui a été évoqué par le président Abdel Fattah el-Sisi, c'est la réforme du système financier international. Oui, c'est ça. Oui. En faveur de l'Afrique. Alors, pourquoi ce point-là? Parce que le système financier mondial actuel, il reste vraiment et profondément déséquilibré. Les pays africains, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président, subissent le plein fouet, si je peux utiliser ce mot, des conséquences des crises internationales, alors qu'ils ne sont même pas responsables pour leur déclenchement. On a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou que ce soit davantage avec les guerres du Moyen-Orient qui finit jusqu'à maintenant avec cette guerre instable jusqu'aujourd'hui contre l'Iran de la part des États-Unis et Israël. Alors les tensions géopolitiques dans la région, notamment certainement le Moyen-Orient très proche pour nous, perturbent premièrement les chaînes d'approvisionnement mondial et aggravent les crises alimentaires et énergétiques, notamment en Afrique. Alors, il y a aussi un problème que je trouve que c'est le problème le plus important dans la tête des leaders africains et notamment du président, c'était la dette souveraine qui devient de plus en plus écrasante, pas seulement pour l'Égypte, mais pour beaucoup de pays africains. Alors, et il a même utilisé un mot qui est assez important, que le service des dettes dépasse les services médicaux et les services éducationnels pour certains pays du continent. Ce qui veut dire que de payer de l'argent pour rembourser les dettes devient de plus en plus coûteux. Alors, ça, c'est vraiment le symbole d'une déséquilibration dans le système financier international. Ici, il cherche notre président avec ses homologues africains, avec certainement les pays européens et les systèmes financiers internationaux, comment est-ce qu'on peut alléger les dettes. Il a proposé d'ailleurs plusieurs solutions oui. Dont la plus importante qu'on a déjà, qui a été déjà évoquée en Égypte avant par son Excellence, encore une fois, c'était les échanges des dettes, encore une fois, contre des projets de développement. Alors là, c'est un point très important. Comment est-ce qu'on peut contourner les dettes qui sont écrasantes sur les économies africaines à des projets qui servent aux pays africains et qui remboursent au système ou aux institutions financières leur argent qu'on doit, parce qu'à la fin du compte, on ne parle pas de éliminer totalement les dettes, mais de comment est-ce qu'on peut les payer sans vraiment peser sur les économies déjà fragiles des pays africains. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé donc de la réforme du système financier, qui était donc le sujet du discours du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors,
comment donc on peut entamer cette réforme du système financier africain selon vous, puisque aussi les Nations Unies étaient représentées par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui était aussi qui a assisté au sommet. Et bien sûr, les Nations Unies doivent prendre en considération ce sujet-là. Mais comment on peut commencer? Par quelle solution on doit commencer la réforme financière? Alors, tout d'abord, on doit sortir du cercle vicieux de l'endettement souverain. Parce que, comme je viens de vous dire, on consacre davantage de ressources pour le remboursement de ces dettes sur le prix de secteurs qui sont plus importants, tels comme je l'ai expliqué, la santé et l'éducation réunis parfois. Alors là, c'est une situation qui devient de plus en plus intenable. Alors, et je trouve qu'on peut aussi, comme a été précisé, commencer à vraiment étudier d'une manière sérieuse les propositions de son Excellence, notamment celles des échanges des dettes contre des projets de développement. Alors là, ça peut devenir... Est-ce que c'est rentable? Certainement, le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a parlé de ça, ça a été étudié d'une manière locale. Ici en Égypte, comment est-ce qu'on peut négocier avec nos partenaires, les institutions financières internationales, comment est-ce qu'on peut négocier un tel. Ces études peuvent être utilisées pour d'autres pays pour voir est-ce qu'on peut généraliser cette approche avec d'autres pays qui ont les mêmes circonstances ou qui peuvent développer des projets pour mieux payer les dettes qui sont pesées sur les économies. Et cela va permettre d'allouer ces sommes-là pour des projets qui sont plus bénéfiques pour les peuples africains et certainement pour les institutions financières qui ont besoin de rembourser leur argent. N'oublions pas certainement que ces institutions financières ont des présidents ou des leaders à répondre. Comment est-ce que vous allez rembourser cet argent? Comment est-ce que vous allez reprendre cet argent? La question, c'est de ne pas pardonner, mais c'est de toujours trouver des solutions. Alors, il faut aussi renforcer le rôle peut-être des banques multilatérales ou régionales, telles que par exemple la Banque africaine d'investissement, l'Afreximbank, qui sont des banques régionales qui fait en Afrique. Comment est-ce qu'on peut aider de la part des pays européens à renforcer les atouts de ces banques de sorte qu'ils puissent aider davantage les pays africains à prendre de l'argent pour créer de nouveaux usines, de nouveaux industries, de nouveaux services qui peut devenir de plus en plus rentable. L'Afrique a changé, l'Afrique veut se développer et on doit l'aider pour qu'on puisse arriver à payer premièrement nos dettes et à développer ces pays davantage. Oui, et puisqu'on parle donc de développement, selon vous, quel est le rôle stratégique que joue l'Égypte, surtout dans le domaine donc de la sécurité de l'Afrique, et surtout que le président Abdel Fattah el-Sisi a aussi déclaré qu'il n'y aura pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. Effectivement, alors le rôle de l'Égypte, certainement, ça a toujours été un rôle central. Et je pense que dernièrement, on a vu la croissance du rôle égyptien, que ce soit dans les conflits de la région, que ce soit dans un tel thème tel que les relations franco-africaines ou même internationales avec l'Afrique. C'est toujours l'Égypte qui était le porte-parole des pays africains. Alors le rôle de l'Égypte est incontestable. On parle de l'Égypte avec son rôle central dans toutes ces négociations. Et certainement, la participation du président lui-même à ce sommet reflète l'importance qu'accorde l'Égypte à un tel sommet
et certainement le poids politique et stratégique du Caire sur le continent en sa totalité. N'oublions pas que 2 jours, ou même une seule journée juste avant, le président Macron était lui-même ici en Égypte et on l'a pu même courir dans les rues d'Alexandrie. Et je pense que c'était une photo, une image très respectée par le monde qui montre à quel point... Un message, oui. Exactement, un pays bien fort, un pays bien solide, un pays bien protégé contre tous les dilemmes qu'on voit autour de nous, que ce soit dans la région, que ce soit dans les voisins les plus proches, à l'est ou à l'ouest ou même au sud. Alors l'Égypte représente un équilibre demandé dans la région. Oui. Alors, comment est-ce que on peut continuer avec ça pour parler? Alors, l'Égypte, et je pense qu'il était très sage de son excellence de parler des programmes ambitieux, des réformes économiques en Égypte, que ce soit les réformes budgétaires ou monétaires, la modernisation des cadres législatifs, l'amélioration des climats nécessaires pour les investissements. Et certainement, et je pense que c'est un point très important, parce qu'on l'a tous senti, nous-mêmes les simples citoyens de l'Égypte, le développement massif de l'infrastructure en Égypte, que ce soit au niveau des routes, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau même des marchés émergents de l'Égypte. Alors, l'Égypte maintenant dispose d'un réseau d'infrastructures modernes dans tous les domaines, comme je viens de le dire, les routes, les transports, télécommunications. Il sera un pionnier dans l'énergie verte et il sera le point de transfert entre les technologies mondiaux de ces énergies et le continent africain. Et je pense que l'Égypte est bien douée pour jouer un rôle pareil. Alors, le rôle de l'Égypte, c'est très important. La présence de l'Égypte dans cette conférence était très importante et je pense que le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, notamment en ce qui concerne les dettes africaines, peut être considéré comme une feuille de route pour pouvoir avancer sur ce dossier qui est particulièrement lourd sur tous les pays africains. Oui, ma dernière question, Monsieur l'ambassadeur, c'est sur la France, la relation entre la France et les pays africains qui s'est transformée, puisque l'Afrique, bien sûr, se développe comme vous venez de dire. Est-ce que cette relation Afrique-France, est-ce qu'elle peut devenir un modèle pour les autres pays de l'Europe? Ils peuvent donc imiter l'expérience française. Les pays européens qui étaient donc des anciennes puissances coloniales comme la Belgique, la Grande-Bretagne, le Portugal, entre autres. Effectivement, c'est ce que j'avais dit au début de mon intervention quand j'ai parlé que c'est africain, mais j'espère que d'autres pays européens, même s'ils n'étaient pas des forces colonialistes précédentes, qui peuvent toujours bâtir sur le modèle français qu'on voit aujourd'hui. Oui. Mais je pense que le plus important, c'est de dire que, de mon point de vue, je trouve que la raison pour cela, c'est que l'Afrique devient de plus en plus une force émergente et qui peut vraiment négocier d'une manière très forte avec les pays. L'Afrique n'est plus celle de l'Afrique d'hier. Oui. Le continent possède pas seulement les matières premières dont les pays européens ont besoin, mais il a des ressources stratégiques majeures, une démographie qui est extrêmement dynamique et jeune, que ce soit en Égypte ou dans beaucoup de pays africains, même la majorité des pays africains. Il y a un immense marché de consommation que tous les pays veulent utiliser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit maintenant beaucoup de forces et de puissances internationales telles que la Chine, l'Inde, d'autres forces, la Turquie, qu'on voit de plus en plus travailler dans le marché africain.
Oui. Alors, cela dit, la France essaye de saisir le bout de fil, de ne pas être dépassée par toutes ces puissances qui ont vraiment donné un autre modèle de coopération avec l'Afrique. Alors certainement, comme vous avez dit, d'autres pays qui vont suivre ce modèle, parce que la présence d'influence et de pays qui sont en dehors du continent européen, qui ont des relations qui deviennent de plus en plus étroites avec l'Afrique, cela certainement a provoqué dans les pays européens, ou va provoquer aussi davantage dans les pays africains, une certaine jalousie de ne pas être dans ce marché émergent qui est l'Afrique, qui représente une force très importante mondialement. Bien sûr. Monsieur l'ambassadeur Medhat Al-Meligui, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup, votre Excellence, et passez une excellente journée. Donc, on va revenir tout de suite avec la suite de Bonjour l'Égypte, juste après cette pause.